Donc apparemment, quand on regarde cette carte, eh bien, la situation de l'armistice, en tout cas, présente quelques points positifs pour la France, puisque surtout ce qu'il y a à retenir, c'est que la France n'est pas entièrement occupée. La France n'est pas entièrement occupée, la partie sud est considérée comme libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soldats allemands en zone sud, il y a un gouvernement français qui est confié donc au maréchal Pétain et qui siège à Vichy. Alors pourquoi Vichy? Tout simplement parce que c'est une ville qui est réputée pour ses cures, donc c'est une ville thermale. Et pour accueillir les curistes, donc les gens qui vont au therme pour soigner par exemple des maladies de la peau ou des problèmes pulmonaires, eh bien il y a un important réseau d'hôtels. Et ces hôtels vont être réquisitionnés par le gouvernement de Vichy pour accueillir les ministères. Car dans un ministère, on pense toujours au ministre, mais en fait, il y a toute une équipe, il y a des personnels administratifs qui travaillent pour le ministre, et donc il faut des grands bâtiments pour pouvoir loger tout ce monde. Et Vichy offre cette possibilité-là. En plus, elle est bien reliée par des réseaux ferrés, encore une fois, pour transporter les touristes qui venaient faire des cures. Donc voilà pourquoi Vichy est choisi. Mais ça aurait pu très bien être Limoges ou une autre ville. Donc la partie sud de la France, en tout cas, va être non occupée jusqu'en novembre 1942, date à laquelle il y aura un débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord. Et pour se venger, entre guillemets, de ce débarquement, eh bien, les Allemands vont envahir la zone sud, c'est-à-dire que toute la France dorénavant sera occupée par l'Allemagne. Mais jusqu'en novembre 1942, seule la partie nord est occupée, la partie est étant annexée et la partie de la région du Nord-Pas-de-Calais étant directement rattachée au commandement allemand de Bruxelles. Alors, le problème, c'est que cet armistice également, il a un certain nombre de points négatifs, hein. Donc déjà, bien on l'a vu, hein, avec la carte, il y a quand même la moitié du territoire qui est occupé et une partie qui est annexée. C'est-à-dire que nous perdons des départements, hein, l'Alsace-Moselle pour laquelle on s'était tant battu, entre autres, pendant la Première Guerre mondiale. Le coût financier de l'occupation allemande est énorme, hein, gigantesque. À l'époque, c'est l'équivalent de 400 millions de francs par jour. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soldats allemands qui stationnent en France sont, payés, nourris, logés, leur logement, leur nourriture et payés et leur solde est payé par la France en guise de punition, de sa défaite. Ce qui du coup, comme, tous ces soldats allemands sont, nourris, par la France, eh bien ça va poser des problèmes de ravitaillement, eh bien pour la population française. C'est-à-dire que, les Français vont avoir faim pendant la Deuxième Guerre mondiale, voire très faim. Vont être mis en place ce qu'on appelle des tickets de rationnement, hein, c'est-à-dire, des petits coupons qui vous permettaient d'avoir une quantité de pain, une quantité de farine, une paire de chaussures, un bout de tissu, mais c'était extrêmement mesuré et calculé en nombre de personnes qu'on avait dans la famille. Donc, ce sont des portions congrues, hein. On parle de rationnement, hein, donc on est rationné, hein. Donc on a une petite portion de nourriture quotidienne et donc va se développer parallèlement ce qu'on appelle le marché noir. Donc le marché noir, ce sont des gens qui vont vendre par exemple de la nourriture en douce, en dehors du marché officiel, c'est-à-dire sous le manteau, pour essayer d'améliorer ce qu'on appelle l'ordinaire. Donc la France a faim, donc des problèmes de ravitaillement. La France doit également livrer son armement, hein, donc bien qu'elle conserve sa flotte et son aviation, la France doit livrer ses armes, hein, donc ses tanks, ses mitrailleuses, ses obus, etc. Ça doit être livré à l'Allemagne. La France, et c'est assez honteux, et d'ailleurs les Français, le gouvernement français ne voulait pas accepter cela, la France doit livrer à l'Allemagne ses ressortissants allemands, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient fui le Troisième Reich, notamment les juifs allemands, les opposants politiques, les communistes, socialistes ou de tous bords, eh bien la France doit les livrer à l'Allemagne. Alors que ça, c'est totalement contraire à toutes les lois qui protègent les réfugiés politiques, eh bien Hitler exigeait que la France lui livre donc ses opposants qui s'étaient réfugiés en Allemagne. Chose que la France va faire. La France également va se voir privée de 2 millions d'hommes, hein, puisque vous le voyez, hein, dans l'aspect humain, on vous dit les prisonniers de guerre français restent en captivité. Donc 2 millions d'hommes vont être en captivité dans des camps allemands.
durant toute la durée de la guerre, hein, pour la plupart d'entre eux. Et pour l'anecdote, j'ai un beau-père qui est né en 1939 et qui me dit qu'il a vu son père pour la première fois en 45 ou 46, parce que certains prisonniers ont mis du temps avant d'être libérés ou parfois avaient été libérés par l'armée rouge, par les soviétiques et avant d'être rendus à la France, ils ont fait un petit séjour, par l'URSS. Donc ils ont passé quasiment, 5-6 ans en captivité, ce qui fait qu'effectivement, si vous étiez né en 39, eh bien, vous pouviez voir votre père pour la première fois en 45-46, c'est-à-dire à l'âge de 6-7 ans. Donc, c'était le cas de millions de Français, donc d'hommes qui manquaient également à l'industrie française ou à l'agriculture française au sein de notre territoire. Donc tout cela fait que on ne peut pas dire vraiment que l'armistice soit si avantageux que ça, mis à part le fait que tout le territoire ne soit pas occupé. Alors ensuite, nous allons nous intéresser dans le petit 2 aux années 40-44, hein, donc la mise en place à Vichy d'un État autoritaire, un État qui va être collaborateur et un État qui va être raciste. Donc nous allons tout d'abord voir comment ce régime va mettre fin à la Troisième République et comment finalement il va s'installer. Alors pour le maréchal Pétain, l'armistice doit permettre à la France un redressement, car il estime que si la France a perdu, finalement, c'est assez logique, c'est la conséquence d'années et d'années de gabegie, de fainéantise, de contestation, des conséquences néfastes du Front populaire, de l'action des gouvernements de gauche. Donc il faut remettre la France dans le droit chemin, il faut redresser la France et ce redressement, il passe par la fin de la République. Donc il faut déjà mettre fin à la République. Donc les députés et les sénateurs de la Troisième République sont réunis à Vichy. Ils sont réunis à Vichy dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel du Parc et ils se réunissent le 10 juillet 1940 et à ce moment-là, la majorité des parlementaires, hormis 80 d'entre eux, vont confier au maréchal Pétain ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Donc les pleins pouvoirs, vous connaissez les pouvoirs, hein, législatifs, exécutifs, judiciaires. Eh bien, c'est le maréchal Pétain qui se voit confier l'intégralité de ses pouvoirs dans le but de promulguer une nouvelle constitution de l'État français. Donc, officiellement, le 10 juillet 1940, la Troisième République disparaît et va naître un régime que vous connaissez vous sous le nom de régime de Vichy, mais qui s'appelle de son vrai nom l'État français. Donc c'est officiellement la fin de la Troisième République. Cette Troisième République qui, je vous rappelle, et vous en souvenez sans doute dans le programme de première, avait été proclamée par Léon Gambetta le 4 septembre 1870, au lendemain de la défaite française à Sedan et de l'annonce du fait que Napoléon III avait été fait prisonnier par les Prussiens. Donc 70 ans après, cette République est officiellement enterrée et remplacée par l'État français, plus communément appelé régime de Vichy. Alors, vous voyez, par les actes constitutionnels du 11 juillet 1940, donc le lendemain du jour où a été proclamée la fin de la Troisième République et les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, on voit que dans ces actes constitutionnels, eh bien, le maréchal Pétain, donc le chef de l'État, a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État qui ne sont responsables que devant lui. Donc le pouvoir législatif n'a pas de contre-pouvoir. On vous dit, article 2, il exerce le pouvoir législatif en Conseil des ministres. Donc le chef de l'État a également le pouvoir législatif. Il promulgue les lois, il nomme à tous les emplois civils et militaires, il dispose de la force armée, il a le droit de grâce et d'amnistie, il négocie et ratifie les traités, il peut déclarer l'état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire. Euh, le Sénat et la Chambre des députés ne pourront se réunir que sur la convocation du chef de l'État. Donc, ces actes constitutionnels confient véritablement tous les pouvoirs au maréchal Pétain et font de fait de la France une dictature. Euh, un culte du chef, hein, un véritable culte de la personnalité va être organisé autour de la figure de celui qu'on appelle depuis Verdun en 1916 le sauveur de la France et qui encore une fois, en 1940, est vu comme le sauveur de la France, c'est-à-dire celui qui a évité la catastrophe, que le territoire soit entièrement envahi par l'Allemagne. Il faut imaginer qu'en 1940, quand Pétain déclare l'armistice et quand il va visiter des villes en France, c'est une foule en liesse qui l'accueille. Il est vu comme, encore une fois, le sauveur de la France. Il est extrêmement populaire.
le sauveur de la France, le vainqueur de Verdun, sont les surnoms qui l'accompagnent à chaque fois. Donc tous les serviteurs de l'État, comme on vient de le voir dans ces actes constitutionnels, doivent lui prêter serment de fidélité. Et il va nommer un personnage, un ancien socialiste, Pierre Laval, vice-président du Conseil. Alors Pierre Laval, lui, il est convaincu de la victoire des Allemands et c'est lui qui va être chargé d'organiser la politique de collaboration avec l'occupant. Donc c'est un fervent partisan de la collaboration avec l'occupant. Et bon, Pétain ne va pas toujours très bien s'entendre avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc va le renvoyer une première fois en décembre 1940, mais sous pression des Allemands, il va devoir le rappeler au pouvoir en 1942, et ce Pierre Laval va intensifier la politique de collaboration, notamment avec la création de la milice, hein, la police politique de Vichy, et le STO, le service du travail obligatoire. Alors, je vous disais que le maréchal Pétain était l'objet d'un véritable culte de la personnalité, hein, ça va passer par les affiches, alors les tracts, les poésies, les chansons. Alors, moi, à titre personnel, hein, j'avais un père qui était né avant la guerre et qui m'a toujours dit que à l'école, eh bien, les maîtres d'école leur faisaient écrire des lettres au maréchal Pétain et que dans la cour d'école, eh bien, régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, eh bien, ils devaient chanter l'une des chansons phares de l'époque qui s'appelait Maréchal, nous voilà. Vous l'avez peut-être déjà entendu, je vous en passe un extrait. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égare, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Donc vous voyez, hein, c'était une chanson qui était évidemment tout à la gloire du maréchal, le sauveur de la patrie, le sauveur de la France. Et donc vous auriez été à l'école primaire à ce moment-là, et bien vous aurez chanté cette chanson avec toute la force de vos poumons, vous lui auriez écrit des lettres, et vous auriez entendu vos parents à la maison vous vanter les mérites du maréchal Pétain, et certainement que vous auriez été de ceux qui seraient allés se presser lors de la venue du maréchal Pétain à Limoges, comme il avait pris l'habitude de visiter les différentes villes françaises, et vous seriez allé l'acclamer avec des drapeaux français en criant Vive le maréchal, ce qui est toujours à mettre en parallèle avec la situation 4 ans plus tard où tout le monde dira j'étais résistant, nous détestions le maréchal Pétain, c'était un collabo, etc. Mais bon, les gens ont la mémoire courte et surtout ils volent souvent au secours de la victoire. Alors, en fait, très rapidement, le maréchal Pétain va mettre en place un régime qui va être marqué par un très fort autoritarisme et surtout un régime qui va être très répressif, notamment envers eh bien, les résistants, les opposants et aussi malheureusement les juifs. Alors, il met en place un régime dictatorial dans la zone sud, hein, puisque je rappelle, la zone nord est administrée directement par les Allemands. Les élections sont supprimées, hein. Les médias comme la presse et la radio sont contrôlés. Les opposants politiques, notamment les leaders du Front populaire comme Blum, Daladier, vont être arrêtés puis vont être jugés lors d'un grand procès qui va avoir lieu à Riom en Auvergne où ils vont être accusés, entre guillemets, des maux de la défaite de 1940, hein, procès qui d'ailleurs va mal tourner pour le régime de Vichy, hein, puisque finalement les condamnés ou les futurs condamnés vont profiter de la parole qui va leur être donnée pour critiquer le régime de Vichy et surtout critiquer la politique défaitiste du maréchal Pétain. Et ce régime va mettre en place ce qu'on appelle la Révolution nationale, donc une reprise en main, si vous voulez, de la France, hein, comme dont j'ai déjà parlé précédemment, et qui va faire du triptyque travail, famille, patrie, tel que vous pouvez le voir ici, la nouvelle devise de la France, qui remplace évidemment celle de la Troisième République, hein, celle que vous connaissez toujours aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité.